Bonjour à tous, je m'appelle Claire Moreau, j'ai 80 ans aujourd'hui, et ce que je vais vous raconter est une plaie ouverte, une blessure qui saigne encore dans le creux de mon cœur. Si vous écoutez ces mots, je vous invite d'abord à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, et surtout, à me dire en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Savoir que mes paroles trouvent un écho quelque part, même loin, me donne du courage pour ouvrir cette boîte de souvenirs que j'ai gardée fermée si longtemps. Je suis née en 1945, dans un village blotti au creux des collines de Provence, un endroit où le chant des cigales couvre les murmures des secrets, où le Mistral emporte les mots qu'on n'ose pas dire. J'ai grandi dans une maison de pierre, modeste mais solide, bâtie par mon grand-père avec ses mains calleuses. Cette maison, c'était plus qu'un toit. C'était le cœur battant de ma famille, le refuge où ma mère pétrissait le pain, où mon père racontait des histoires de guerre près du feu, où mes rires d'enfants résonnaient contre les murs épais. Chaque fissure dans ces pierres portait une histoire, chaque tuile usée par le soleil gardait la mémoire d'un été. Cette maison, c'était moi, c'était nous. J'étais la cadette d'une fratrie de 3, une fille rêveuse qui collectionnait les cailloux polis par la rivière et qui imaginait des mondes dans les ombres des oliviers. Mon rêve, c'était de devenir infirmière, de soigner les blessures des autres, peut-être parce que je sentais déjà, petite, que la vie pouvait faire mal. Mais la vie, elle, avait d'autres plans. À 20 ans, j'ai épousé Paul, un homme du village, charpentier de métier, avec des mains fortes et un sourire timide. Mes parents disaient qu'il était fiable, qu'il construirait une vie stable pour moi. Et moi, naïve, j'y ai cru. Nous nous sommes installés dans la maison familiale, celle de mon enfance, car mes parents, vieillissants, nous l'avaient laissée. Paul y a ajouté une véranda, un petit bout de rêve où je pouvais lire sous les étoiles. Les premières années étaient douces, comme un matin d'été où la rosée brille encore. Nous avons eu un fils, Julien, en 1967. Il était tout pour moi, ce garçon aux boucles brunes et aux yeux curieux. Je lui chantais des berceuses sous le figuier du jardin, je lui apprenais à reconnaître les plantes, à écouter le vent. Paul travaillait dur, et moi, je tenais la maison, je cultivais le potager, je reprisais les vêtements. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions assez. La maison sentait toujours la lavande et le pain frais. Julien grandissait, courant dans les champs, grimpiant aux arbres, riant aux éclats. Je pensais que la vie serait toujours ainsi, simple, imparfaite, mais pleine. Mais le bonheur, c'est fragile comme une tasse en porcelaine. Paul a changé avec les années. Le travail se faisait rare, les chantiers moins nombreux. Il rentrait plus tard, l'haleine lourde de vin. Il parlait moins, ses silences pesaient comme des pierres. Parfois, il levait la voix pour un rien. Une assiette mal lavée, une facture oubliée. Je me taisais, je baissais les yeux, je faisais tout pour apaiser sa colère. Julien, lui, voyait tout. À 8 ans, il se cachait derrière la porte quand son père criait. À 10 ans, il me prenait la main en silence, comme pour me dire qu'il était là. Je me disais que ça passerait, que Paul redeviendrait l'homme que j'avais aimé. Mais certaines choses, une fois brisées, ne se réparent pas. En 1985, Paul est parti. Un matin d'automne, il a pris son sac, ses outils, et il est monté dans un camion sans un mot. Il n'a pas dit au revoir, ni à moi, ni à Julien, qui avait alors 18 ans. J'ai regardé la poussière soulevée par les roues s'effacer dans le vent, et j'ai su que c'était fini. La maison, soudain, semblait trop grande, trop vide. Mais elle était encore là, solide, ancrée dans la terre de mes ancêtres. Julien et moi, nous nous sommes serrés les coudes. Il travaillait comme apprenti mécanicien, et moi, je faisais des ménages dans le village pour joindre les deux bouts. La maison restait notre refuge, notre forteresse. Chaque soir, en fermant les volets, je murmurais un merci à ces murs qui nous protégeaient encore. Julien grandissait, mais il changeait, lui aussi. Il était devenu plus distant, plus secret. Il rentrait tard, parfois avec des amis que je ne connaissais pas, des garçons au regard fuyant. Je mettais ça sur le compte de l'âge, de la douleur d'avoir grandi sans père. Je me disais qu'il trouverait son chemin. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait que quelque chose n'allait pas. En 1990, il est parti à Marseille pour chercher du travail, disait-il. Il m'appelait parfois, promettait de revenir. La maison, elle, restait là, fidèle, attendant son retour comme une mère attend son enfant. Les années ont passé, et la maison a vieilli avec moi. Les volets s'écaillaient, le toit fuyait un peu. Mais je m'en occupais comme d'un être vivant. Je nettoyais chaque coin, je caressais les murs comme on caresse une vieille amie. C'était ma maison, mon histoire, mon encre. Je vivais seule, mais jamais tout à fait seule. Les souvenirs de mon enfance, de Julien bébé, de ma mère riant dans la cuisine, tout cela vivait encore dans ces murs. Je cultivais mon jardin,
je lisais sous la véranda, je regardais le soleil se coucher sur les collines. À 60 ans, je me sentais encore forte, encore vivante. Mais en 2015, tout a basculé. J'avais 70 ans, et Julien est revenu. Il avait changé, vieilli lui aussi, avec des rides autour des yeux et une amertume dans la voix. Il m'a dit qu'il avait des dettes, qu'il avait besoin d'aide. Mon cœur de mère s'est ouvert, comme toujours. Je l'ai accueilli dans la maison, je lui ai préparé son lit d'enfant, comme si le temps pouvait remonter. Il parlait peu, mais il regardait la maison avec une étrange intensité. Il posait des questions sur le terrain, sur les papiers, sur la valeur des choses. Je ne voyais rien, aveuglé par l'amour d'une mère qui veut croire en son fils. Un soir, il m'a fait signer des documents. Il disait que c'était pour protéger la maison, pour mettre de l'ordre. J'ai signé, les mains tremblantes, sans vraiment lire. J'avais confiance. C'était mon fils. Quelques semaines plus tard, il m'a annoncé qu'il devait partir, un travail urgent à Nice. Il m'a embrassé, m'a promis de revenir vite. Et puis, plus rien. Des semaines sans nouvelles, des mois. Mon téléphone restait muet. J'appelais, je laissais des messages, mais il ne répondait pas. La maison, elle, était toujours là, mais un froid s'y installait, un froid qui n'avait rien à voir avec l'hiver. Un matin de printemps 2016, un homme en costume est venu frapper à ma porte. Il parlait vite, avec des mots que je ne comprenais pas tous. Vente, propriété, transfert. Mon cœur s'est arrêté quand il m'a montré un papier. La maison, ma maison, n'était plus à moi. Julien l'avait vendue. Il avait utilisé les documents que j'avais signés pour transférer la propriété à son nom, puis l'avait cédé à un inconnu. L'homme en costume m'a dit que je devais partir. Partir de ma maison, de mon refuge, de mon histoire. Je me suis assise sur le vieux banc sous le figuier, celui où Julien jouait enfant. J'ai regardé les collines, les oliviers, les pierres de la maison. Et j'ai pleuré. Pas des larmes bruyantes, mais des larmes lourdes, silencieuses, qui coulaient comme une rivière emportant tout sur son passage. Mon fils, mon propre sang, m'avait pris ce que j'avais de plus précieux. Et il dormait dedans, quelque part, dans cette maison qu'il avait volée, pendant que moi, je n'avais plus rien. Ce jour-là, sous le figuier, le monde s'est écroulé. J'avais 70 ans, et je me retrouvais sans rien, comme une feuille arrachée à l'arbre par un coup de vent. La maison, ces murs qui avaient porté ma vie, mes joies, mes peines, n'étaient plus à moi. Julien, mon fils, celui pour qui j'avais tout donné, avait signé des papiers dans mon dos, des papiers qui faisaient de lui le maître de mon histoire. Et moi, je n'étais plus qu'une vieille femme, chassée de son propre passé. L'homme en costume est reparti, me laissant un délai de quelques semaines pour vider les lieux. Je suis restée là, immobile, à écouter le chant des cigales, ce bruit qui m'avait bercé toute ma vie. Il sonnait faux, maintenant, comme une moquerie. J'ai touché les pierres du mur, rugueuses sous mes doigts usés. J'ai fermé les yeux, et j'ai vu ma mère pétrir la pâte, mon père tailler un sifflet en bois, Julien courir dans le jardin. Tout était encore là, dans ma tête, mais plus dans la réalité. La réalité, c'était un papier froid, un nom rayé, une porte qui ne m'appartiendrait bientôt plus. Je ne savais pas où aller. À 70 ans, on ne recommence pas une vie. Mes voisins, ceux qui m'avaient connu enfant, ceux qui avaient partagé le pain avec moi, détournaient les yeux. La honte, ce poison, s'infiltrait en moi. Pas la honte d'avoir été trahie, non. La honte d'être vue comme une femme abandonnée, rejetée par son propre fils. Dans notre village, les ragots couraient plus vite que le Mistral. Claire, la pauvre, son fils l'a jetée dehors. Je les entendais presque, ces murmures, derrière les volets clos. Mais personne ne venait me parler. Personne n'osait. J'ai rassemblé mes affaires dans 2 valises usées. Quelques vêtements, une photo de Julien bébé, un chapelet que ma mère m'avait donné, une poignée de cailloux que j'avais ramassés enfant près de la rivière. Chaque objet était un poids, pas dans mes mains, mais dans mon cœur. J'ai marché dans la maison une dernière fois, mais pas résonnant sur le carrelage usé. J'ai touché la table de la cuisine, là où nous avions ri, pleuré, partagé des repas. J'ai ouvert la porte de la véranda, celle que Paul avait construite, et j'ai regardé les étoiles, une dernière fois, depuis ce coin de rêve qui n'était plus le mien. Une amie d'enfance, Marthe, m'a proposé un lit dans sa petite maison à quelques kilomètres. Elle était veuve, elle vivait seule, et elle avait pitié de moi. Je détestais ce mot, pitié, mais je n'avais pas le choix. J'ai pris mes valises, j'ai fermé la porte de ma maison sans me retourner, et j'ai marché jusqu'au village voisin. Le trajet m'a semblé durer une éternité. Chaque pas était un arrachement. Chaque mètre m'éloignait de ce que j'avais été. Chez Marthe,
Je dormais sur un matelas dans un coin du salon. Elle était gentille, elle me faisait du thé, elle parlait du temps qu'il faisait pour combler le silence. Mais le silence, lui, était plus fort. Il hurlait en moi. La nuit, je rêvais de ma maison, de ses murs chauds, de son odeur de lavande. Je voyais Julien, petit, courant dans le jardin. Et puis je me réveillais, et la réalité me frappait comme une gifle. Il n'était plus cet enfant. Il était l'homme qui m'avait pris tout ce que j'avais. J'ai essayé de l'appeler, encore et encore. Son numéro ne répondait plus. J'ai écrit des lettres, des mots maladroits, pleins de questions, de douleur, d'amour malgré tout. Je les envoyais à l'adresse de ma maison, la seule que je connaissais. Aucune réponse. Un jour, un voisin m'a dit qu'il avait vu Julien là-bas, dans la maison, avec une femme et un enfant. Il vivait là, dans mes murs, dans mon passé, pendant que moi, je dormais sur un matelas d'emprunt, dans une maison qui n'était pas la mienne. La colère est venue, sourde, brûlante. Pas contre Julien, pas tout de suite. Contre moi. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu signer ces papiers sans poser de questions? Je me revoyais, tremblante, confiante, posant mon stylo sur ces lignes que je n'avais pas lues. J'avais voulu croire en lui, en cet amour de mère qui pardonne tout, qui espère tout. Et maintenant, j'étais là, déracinée, sans rien d'autre que des souvenirs qui me déchiraient. Mais la colère, ça ne dure pas. Elle s'effrite, comme du sable entre les doigts. À sa place, il y avait la tristesse, lourde, épaisse, comme une couverture mouillée. Je me réveillais chaque matin avec un poids sur la poitrine. Je regardais par la fenêtre de Marthe, les collines au loin, et je me demandais ce que j'avais fait de mal. Étais-je une mauvaise mère? Avais-je trop aimé? Pas assez? Les questions tournaient en boucle, sans réponse, sans fin. Marthe, avec sa douceur maladroite, essayait de me tirer de mes pensées. Elle me parlait du marché, des nouvelles du village, des petits potins qui n'avaient plus de sens pour moi. Un jour, elle m'a pris la main et m'a dit « Claire, tu es plus forte que ça. Tu as survécu à Paul, tu survivras à ça. » Ces mots étaient simples, mais ils ont planté une graine en moi, une graine minuscule, presque invisible. Survivor. Oui, j'avais survécu à Paul, à ses silences, à ses colères, à son départ. Peut-être pouvais-je survivre à ça aussi. J'ai commencé à sortir, à petits pas. Je marchais jusqu'au bout du chemin, là où les champs s'ouvraient sur l'horizon. Je m'asseyais sur un muret, je regardais les oliviers danser sous le vent. Et je parlais, pas à voix haute, mais dans ma tête, à la maison. Je lui demandais pardon de l'avoir laissé. Je lui promettais que je n'oublierais jamais. Parce que même si Julien dormait dans ses murs, cette maison, elle était encore à moi, dans mon cœur, dans mes souvenirs. Un matin, Marthe m'a emmenée au marché. Elle disait que l'air frais me ferait du bien. J'ai vu les étals débordant de tomates, de courgettes, de bouquets de lavande. J'ai senti l'odeur du pain chaud, celle des herbes séchées. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Pas un grand sourire, non, juste un frémissement, un petit souffle. Mais c'était un début. J'ai acheté une poignée de graines, des graines de tournesol, comme celles que je plantais dans mon jardin. Marthe a ri, elle a dit que j'étais folle, que je n'avais plus de jardin. Mais moi, je savais. Ces graines, c'était un pari sur l'avenir, un pari sur moi. De retour chez Marthe, j'ai planté mes graines dans un pot en terre cuite, sur le rebord de la fenêtre. Chaque matin, je les arrosais, je guettais le moindre signe de vie. Et quand une pousse verte a percé, fragile mais têtue, j'ai senti quelque chose en moi se réveiller. Ce n'était pas de l'espoir, pas encore. C'était de la volonté, une volonté brute, animale, de ne pas me laisser engloutir. J'avais 70 ans, j'étais sans maison, sans famille, mais j'étais encore là. Et tant que j'étais là, je pouvais encore me battre. Ce soir-là, j'ai pris un vieux carnet que Marthe m'avait donné. J'ai commencé à écrire. Pas l'histoire de ma perte, pas l'histoire de Julien. J'ai écrit sur les petites choses, les choses qui me tenaient encore debout. L'odeur de la terre après la pluie. Le chant d'un oiseau au loin. La chaleur du soleil sur mes mains. Ces mots, maladroits, tremblants, étaient comme des cailloux que je ramassais encore, comme quand j'étais enfant. Ils me rappelaient que j'existais, que j'avais encore une voix, même si personne ne l'entendait. Bonjour à tous, c'est encore moi, Claire Moreau, 80 ans, et je continue de vous raconter cette histoire qui me déchire autant qu'elle me tient debout. Si mes mots vous touchent, je vous invite à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, et à me dire en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos voix, même silencieuses, sont comme des lucioles dans la nuit qui m'entoure. Elles me rappellent que je ne suis pas seule. Les jours chez Marthe s'écoulaient comme un ruisseau paresseux, lent mais constant.
Le pot de tournesol sur le rebord de la fenêtre grandissait, chaque tige verte un peu plus haute, chaque feuille un peu plus large. Je les regardais avec une tendresse absurde, comme si ces plantes étaient des enfants que je pouvais encore protéger. Marthe, elle, secouait la tête en souriant. « Claire, tu parles à tes fleurs comme à des personnes, » disait-elle. Et moi, je haussais les épaules. Peut-être que j'avais besoin de ça, de parler à quelque chose qui ne me trahirait pas. Mais la nuit, quand le silence tombait sur la maison de Marthe, les ombres revenaient. Je pensais à Julien, à son visage d'enfant, à ses promesses brisées. Je me demandais où j'avais échoué. Avais-je été trop douce, trop aveugle? Avais-je manqué un signe, un moment où j'aurais pu le retenir? Ces questions me rongeaient, comme des termites dans une charpente. Et puis, il y avait la maison. Ma maison. Je la voyais dans mes rêves, ses volets bleus écaillés, son figuier noueux, ses pierres chaudes sous le soleil. Je savais que Julien y dormait, avec sa nouvelle famille, dans les pièces où j'avais ri, pleuré, aimé. Cette pensée me coupait le souffle, comme une lame plantée entre les côtes. Un matin d'été 2016, Marthe m'a trouvée assise sur le muret dehors, les yeux perdus dans les collines. Elle s'est assise à côté de moi, sans un mot, et m'a tendu une tasse de café. Le parfum amer m'a tiré de mes pensées. « Claire, » a-t-elle dit doucement, « tu ne peux pas vivre dans le passé. Il faut avancer. » Avancer. Ce mot sonnait comme un défi, presque une insulte. Avancer où? Vers quoi? J'avais 70 ans, pas de maison, pas de famille, juste un pot de tournesol et un carnet rempli de mots tremblants. Mais ces paroles, simples, obstinées, ont creusé un sillon en moi. J'ai commencé à marcher plus loin, chaque jour un peu plus. Mes jambes, usées par les années, protestaient, mais je les forçais à obéir. Je suivais les chemins de terre, ceux qui serpentaient entre les champs d'oliviers et les vignes. Je ramassais des pierres, comme quand j'étais petite, des galets lisses que je glissais dans mes poches. Chaque pierre était un poids, mais aussi une encre, un rappel que la terre, elle, ne mentait pas. Elle était là, solide, sous mes pieds, même si tout le reste s'était effondré. Un jour, en revenant du marché avec Marthe, j'ai croisé une vieille connaissance, Madame Laval, qui tenait une petite boutique de tissus au village. Elle m'a regardée, ses yeux pleins de cette pitié que je détestais, mais elle a souri et m'a proposé un travail. Juste quelques heures, Claire, pour plier les étoffes, ranger les étagères. J'ai hésité. À 70 ans, je n'avais jamais travaillé dans une boutique. J'avais toujours été celle qui nettoyait, qui jardinait, qui tenait une maison. Mais quelque chose en moi, cette graine plantée par Marthe, m'a poussé à dire oui. La boutique de Madame Laval sentait le tissu neuf et la lavande séchée. Les rouleaux de lin et de coton s'empilaient comme des trésors, et la lumière douce filtrée par les vitres donnait à toute une chaleur apaisante. Mes mains, noueuses et maladroites, ont appris à plier, à mesurer, à couper. Chaque geste était lent, mais précis. Chaque jour passé là-bas me donnait un but, une raison de me lever. Les clientes, souvent des femmes du village, me parlaient comme si j'étais encore quelqu'un. Pas une ombre, pas une vieille femme trahie, mais Claire, celle qui savait choisir un tissu pour une robe d'été. Le soir, je rentrais chez Marthe, épuisée mais plus légère. Je m'asseyais à la table, j'ouvrais mon carnet, et j'écrivais. Pas seulement sur les tournesols ou le vent dans les collines, mais sur ce que je ressentais. La douleur était toujours là, mais elle changeait de forme. Elle devenait moins lourde, moins étouffante. Je commençais à comprendre que je pouvais être plus que ma perte. Que je pouvais être Claire, encore, malgré tout. Un après-midi, alors que je pliais un coupon de lin bleu, Madame Laval m'a appelée dans l'arrière-boutique. Elle avait un air sérieux, presque grave. « Claire, j'ai entendu quelque chose », a-t-elle dit. Mon cœur s'est serré. Je savais, avant même qu'elle parle, que ça concernait Julien. Elle m'a raconté qu'il avait vendu la maison à un promoteur. Pas pour y vivre, non. Pour de l'argent. Il avait déménagé, loin, personne ne savait où. La maison, ma maison, allait être rasée pour construire des appartements modernes, des boîtes en béton sans âme. J'ai posé le tissu, mes mains tremblantes. J'ai senti le sol vaciller sous mes pieds. Ce n'était pas seulement la perte de la maison. C'était l'idée qu'elle disparaîtrait, que ses murs, ses souvenirs, tout ce qui faisait ma vie serait réduit en poussière. J'ai remercié Madame Laval, d'une voix mécanique, et je suis sortie. J'ai marché jusqu'au bout du village, jusqu'à un champ où personne ne venait. Et là, seule, j'ai crié. Pas un cri de colère, pas un cri de douleur. Un cri de tout, mélangé, un cri qui portait 70 ans de vie, d'amour, de trahison. Ce soir-là, chez Marthe, j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient secs. Mais dans ces larmes,
il y avait autre chose. Une résolution. Je ne pouvais pas récupérer ma maison, mais je pouvais récupérer ma vie. J'ai pris mon carnet, et j'ai écrit, non pas pour me souvenir, mais pour me libérer. J'ai écrit sur la maison, sur chaque pièce, chaque odeur, chaque éclat de rire. Et en écrivant, j'ai compris, Julien pouvait prendre les pierres, mais pas les souvenirs. Il pouvait vendre les murs, mais pas mon histoire. Cette maison vivrait en moi, toujours. Le lendemain de cette nouvelle, je me suis levée avant l'aube. Le ciel était encore mauve, strié de rose pâle, et l'air sentait la rosée et la terre humide. Je me suis assise sur le muret devant la maison de Marthe, mon carnet sur les genoux. J'ai regardé les tournesols, maintenant assez grands pour pencher la tête vers le soleil. Ils étaient là, têtus, vivants, malgré tout. Comme moi. Ce matin-là, j'ai décidé que je ne serais plus une victime. Julien m'avait pris ma maison, mais il ne me prendrait pas ma dignité, ni ma force, ni mon envie de vivre. Chez Madame Laval, le travail est devenu plus qu'un moyen de gagner quelques francs. C'était une porte ouverte, une fenêtre sur un monde que je croyais fermé. Les clientes me parlaient, me racontaient leur vie, leurs joies, leurs peines. Une jeune femme, Élise, venait souvent acheter du tissu pour coudre des vêtements à ses enfants. Elle avait un sourire lumineux, des mains rapides, et une façon de parler qui me rappelait la jeune fille que j'avais été. Un jour, elle m'a demandé de l'aider à choisir un motif pour une robe. J'ai hésité, puis j'ai pointé un tissu fleuri, bleu et blanc, comme les volets de ma maison. Elle a ri et m'a dit, « Vous avez l'œil, Claire. Vous devriez coudre avec moi. » Coudre. Je n'avais pas touché une aiguille depuis des années, pas depuis que je reprisais les chemises de Paul ou les pantalons de Julien. Mais l'idée m'a intriguée. Élise m'a invitée chez elle, un petit appartement au-dessus de la boulangerie du village. Elle avait une vieille machine à coudre, un modèle à pédales, comme celle de ma mère. Elle m'a montré comment enfiler le fil, comment guider le tissu. Mes doigts, raides au début, ont retrouvé des gestes oubliés. Et pendant que nous cousions, elle parlait, de tout et de rien, de ses enfants, de ses rêves, de son mari qui travaillait à l'usine. Sa voix remplissait l'espace, chassait les ombres. Je rentrais chez Marthe avec un petit bout de tissu, un échantillon qu'Élise m'avait donné. Je le gardais dans ma poche, comme un talisman. Et le soir, dans mon carnet, j'écrivais sur cette journée, sur le bruit de la pédale, sur le rire d'Élise, sur la sensation du tissu sous mes doigts. Ces mots étaient comme des briques avec lesquelles je commençais à rebâtir quelque chose. Pas une maison, non, mais un refuge intérieur, un endroit où je pouvais être moi, sans peur, sans honte. Un matin d'automne 2016, Élise m'a proposé de vendre nos créations au marché. Des napperons, des rideaux, des petites pochettes cousues à la main. J'ai hésité. Vendre quelque chose que j'avais fait, c'était me montrer, m'exposer. Mais elle a insisté, avec son sourire qui ne laissait pas de place au doute. « Claire, tu as du talent. Laisse les gens le voir. » Alors, j'ai accepté. Nous avons installé un petit étal, sous un parasol délavé. Les gens passaient, regardaient, touchaient. Une vieille dame a acheté une pochette, disant qu'elle lui rappelait celle de sa grand-mère. Un homme a pris un napperon pour sa femme. Chaque pièce vendue était une victoire, un pas de plus vers moi-même. Le marché est devenu une habitude. Chaque dimanche, Élise et moi y allions, avec nos tissus, nos aiguilles, nos espoirs. Les gens du village ont commencé à me reconnaître. « Claire, la dame qui coud », disait-il. Pas Claire, celle qui a perdu sa maison. Pas Claire, trahie par son fils. Juste Claire. Et ce simple nom, prononcé sans pitié, était un baume sur mes blessures. Mais la douleur ne disparaît jamais complètement. Un jour, en rangeant l'étal, j'ai entendu des chuchotements. 2 femmes parlaient de la maison, ma maison. Elles disaient que les travaux avaient commencé, que les bulldozers étaient là, que les murs s'effondraient. J'ai senti mes jambes trembler, mais j'ai continué à plier les tissus, à sourire, à parler à Élise. Je ne voulais pas leur donner ma douleur. Elle m'appartenait, elle était à moi, comme mes souvenirs, comme mes tournesols. Ce soir-là, chez Marthe, j'ai écrit dans mon carnet. J'ai écrit sur la maison, sur ce qu'elle avait été. Pas seulement des pierres, mais un lieu où j'avais aimé, où j'avais rêvé. J'ai écrit sur Julien, pas avec colère, mais avec une sorte de pardon. Pas pour lui, mais pour moi. Parce que la colère, c'est une chaîne, et je voulais être libre. J'ai écrit sur les murs qui tombaient, sur les bulldozers qui grondaient. Et j'ai écrit que, même sans eux, je tenais encore debout. Élise, avec sa générosité, m'a proposé de venir vivre avec elle. Son appartement était petit, mais elle disait qu'il y avait de la place pour une amie. J'ai hésité.
Marthe avait été si bonne pour moi, mais son salon n'était pas ma maison. Et quelque chose en moi, cette graine qui grandissait, me disait qu'il était temps de bouger, de faire un pas de plus. J'ai accepté. J'ai pris mes valises, mon pot de tournesol, mon carnet, et j'ai emménagé chez Élise. Son appartement sentait le pain frais, à cause de la boulangerie en dessous. Les murs étaient pleins de dessins d'enfants, de photos, de vie. Ces deux petits, Léo et Camille, couraient partout, riaient, me posaient des questions. « Mamie Claire, tu sais coudre des costumes ?» Demandait Camille. Mamie Claire. Ce nom, donné sans réfléchir, m'a fait sourire. Je n'étais pas leur grand-mère, mais dans leurs yeux, j'étais quelqu'un. Quelqu'un qui comptait. Chez Élise, j'ai trouvé un rythme. Le matin, je cousais avec elle. L'après-midi, j'aidais les enfants avec leurs devoirs. Le soir, j'écrivais. Et chaque jour, je sentais mon cœur s'alléger, comme si je posais une pierre après l'autre, loin de moi. Je n'avais pas oublié Julien, ni la maison, mais il prenait moins de place. Il devenait une partie de mon histoire, pas toute mon histoire. Un soir, alors que je cousais une robe pour Camille, Élise m'a regardée et m'a dit « Claire, tu es une survivante ». Ce mot, survivante, m'a frappée. Pas victime. Pas abandonnée. Survivant. Et pour la première fois, je l'ai cru. J'avais survécu à Paul, à Julien, à la perte de ma maison. J'avais survécu, et j'étais encore là, cousant, écrivant, vivant. Sous les étoiles, dans ce petit appartement bruyant, je commençais à me reconstruire, fil par fil, mot par mot. Bonjour à tous, c'est Claire Moreau, 80 ans, et je continue de vous ouvrir mon cœur, de vous raconter cette histoire qui est à la fois ma blessure et ma force. Si mes mots vous parlent, je vous invite à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, et à me dire en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos messages, même brefs, sont comme des mains tendues dans l'obscurité, et ils me rappellent que mes souvenirs, mes luttes, ont un écho quelque part. Vivre chez Élise, c'était comme réapprendre à respirer. Son appartement, petit et bruyant, était plein de vie. Les rires de Léo et Camille, ses enfants, rebondissaient contre les murs comme des balles. L'odeur du pain chaud montait de la boulangerie en dessous, et les dessins colorés des petits tapissaient les murs. J'avais une chambre minuscule, juste assez grande pour un lit, une table et mon pot de tournesol. Mais ce coin, c'était le mien, un espace où je pouvais poser mes valises, mes souvenirs, mes espoirs. Pour la première fois depuis que j'avais perdu ma maison, je sentais un sol sous mes pieds, pas seulement de la terre empruntée. Les matins, je me réveillais tôt, avant que le soleil ne perce les volets. Je cousais avec Élise, nos aiguilles dansant sur le tissu, nos voix mêlées de rire et de confidence. Elle me racontait ses rêves, simples mais lumineux. Ouvrir un jour sa propre boutique, coudre des robes pour des mariés, voyager jusqu'à la mer avec ses enfants. Moi, je l'écoutais, et ses mots ravivaient quelque chose en moi, une envie oubliée de rêver à nouveau. Je n'avais plus de maison, mais j'avais des mains, une voix, une volonté. Et ça, personne ne pouvait me le prendre. Les après-midi, je gardais Léo et Camille pendant qu'Élise travaillait à la boulangerie. Ils me tiraient par la manche, me demandaient des histoires. Je leur parlais des collines de mon enfance, des cailloux que je ramassais près de la rivière, des cigales qui chantaient l'été. Ils ouvraient grand leurs yeux, comme si je leur offrais un trésor. Camille, du haut de ses 6 ans, me disait « Mamie Claire, tu devrais écrire un livre ». Et moi, je riais, mais au fond, l'idée me trottait dans la tête. Mon carnet, celui que je remplissais chaque soir, était déjà une sorte de livre, un livre de moi, de mes petites victoires, de mes grandes blessures. Le marché du dimanche restait mon refuge. Sous le parasol délavé, Élise et moi vendions nos créations, des pochettes, des napperons, des rideaux cousus avec soin. Les gens du village me souriaient, me parlaient, me demandaient des conseils sur les tissus. J'étais redevenue Claire, pas seulement la femme trahie, mais la femme qui savait coudre une couture droite, qui savait choisir une couleur. Chaque pièce vendue était une pierre ajoutée à la maison invisible que je construisais en moi, une maison faite de courage, de gestes simples, de liens tissés avec les autres. Mais la douleur, elle, ne s'effaçait pas complètement. Parfois, en pliant un tissu ou en arrosant mes tournesols, une image me frappait. Ma maison, ses murs réduits en gravats, ses volets bleus arrachés, son figuier peut-être abattu. Je savais que les bulldozers avaient fait leur travail, que des appartements modernes, froids et sans âme, se dressaient maintenant à la place de mon passé. Et Julien? Personne ne savait où il était. Les rumeurs disaient qu'il avait quitté la région, emportant l'argent de la vente. Mon fils, celui que j'avais bercé, aimé, protégé, était devenu un étranger, une ombre qui hantait mes nuits. Un soir d'hiver 2016,
Alors que la pluie tambourinait sur les vitres, Élise m'a trouvée assise sur mon lit, les yeux fixés sur mon carnet. Elle s'est assise à côté de moi, sans un mot, et a posé sa main sur la mienne. « Claire, tu portes trop de choses, » a-t-elle dit. « Tu ne peux pas tout garder à l'intérieur. » Elle avait raison. La douleur, c'était comme un sac trop lourd, un sac que je traînais depuis des mois. Alors, ce soir-là, je lui ai tout raconté. Julien, la maison, les papiers signés dans la confiance aveugle, la trahison. Les mots sortaient, maladroits, lourds, mais ils sortaient. Et Élise écoutait, sans juger, sans pitié, juste avec cette présence douce qui me rappelait que je n'étais pas seule. Quand j'ai fini, elle m'a serrée dans ses bras, comme une sœur. « Tu es plus forte que tout ça, Claire », a-t-elle murmuré. Et pour la première fois, je l'ai cru, vraiment. Pas parce que j'étais invincible, mais parce que j'étais encore là, malgré tout. J'avais survécu à la perte, à la solitude, à la honte. Et dans cet appartement bruyant, entouré d'une famille qui n'était pas la mienne mais qui m'avait adoptée, je commençais à sentir une chaleur nouvelle, une chaleur qui ne venait pas d'un feu, mais de l'intérieur. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai demandé à Élise de m'emmener là où ma maison se tenait autrefois. Elle a hésité, peur que ça me brise. Mais je savais que j'avais besoin de voir, de dire adieu, de poser ce sac trop lourd. Nous sommes partis un matin clair de décembre, le ciel bleu comme les volets qui n'existaient plus. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu les immeubles neufs, leurs vitres brillantes, leurs balcons identiques. Rien ne restait de ma maison, pas une pierre, pas un arbre. Juste un vide qui aurait dû me détruire. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré l'air froid, et j'ai vu, dans ma tête, la maison telle qu'elle était. Le figuier, la véranda, la cuisine où ma mère riait. Ces images, personne ne pouvait me les prendre. J'ai touché le sol, là où mon jardin poussait autrefois, et j'ai murmuré un adieu, pas à la maison, mais à la douleur qui m'enchaînait. Puis j'ai souri à Élise, et nous sommes rentrés. Ce jour-là, j'ai senti une porte se fermer, et une autre s'ouvrir, timidement, vers quelque chose de nouveau. Ce voyage au terrain de ma maison perdue a marqué un tournant. Je ne dis pas que la douleur s'est envolée, non. Elle était toujours là, tapie dans un coin de mon cœur, comme une vieille blessure qui tire par temps humide. Mais elle ne me définissait plus. J'étais Claire, celle qui cousait, qui racontait des histoires à Léo et Camille, qui écrivait chaque soir dans un carnet jauni. J'étais Claire, et j'avais 70 ans, mais je n'étais pas finie. Loin de là. Chez Élise, la vie prenait une forme nouvelle. Les enfants m'appelaient toujours Mamie Claire, et ce surnom, donné avec tant de naturel, devenait une encre. Léo, 8 ans, me demandait de lui apprendre à coudre des boutons. Camille, elle, voulait que je lui tresse les cheveux comme je le faisais autrefois pour moi-même, devant le miroir de ma maison. Ces moments, si simples, étaient des trésors. Ils me rappelaient que je pouvais encore donner, encore aimer, même après tout ce que j'avais perdu. Élise et moi passions des heures à coudre, à inventer. Nous avions commencé à créer des vêtements, pas seulement des pochettes ou des napperons, mais des jupes, des chemisiers, des robes pour les petites filles du village. Chaque point était une affirmation, chaque tissu une promesse. Nous rêvions, à voix haute, d'ouvrir un jour un petit atelier, rien de grand, juste un endroit où nos créations pourraient vivre. Élise disait toujours, « Claire, on va faire des merveilles ensemble. » Et moi, je commençais à y croire. Le marché du dimanche était devenu plus qu'un étal. C'était un lieu de rencontre, de rire, de lien. Les gens du village, ceux qui autrefois détournaient les yeux, me parlaient maintenant avec chaleur. Une vieille dame, Madame Dubois, m'a raconté un jour qu'elle avait connu ma mère, qu'elle se souvenait de ses pains à la lavande. Un jeune homme m'a acheté une jupe pour sa fiancée, disant que c'était exactement ce qu'elle aurait aimé. Ces mots, ces regards, me rendaient une place dans le monde. J'étais redevenue visible. Mais parfois, la nuit, les ombres revenaient. Je pensais à Julien, à ce qu'il était devenu. Je ne savais pas où il était, s'il était heureux, s'il pensait à moi. Je ne savais même pas s'il savait que la maison avait été rasée. Une partie de moi voulait le chercher, lui parler, comprendre. Mais une autre partie, plus forte, me disait de le laisser partir. Pas par colère, mais par nécessité. Il avait fait ses choix, et moi, je devais faire les miens. Je ne pouvais pas vivre pour lui, pas plus que je n'avais pu vivre pour Paul. Je devais vivre pour moi. Un matin de printemps 2017, Élise m'a proposé une idée folle. Elle avait entendu parler d'une petite boutique à louer, au bord du village, un ancien entrepôt à peine plus grand qu'un garage. On pourrait en faire notre atelier, Claire, a-t-elle dit, les yeux brillants. On coudrait, on vendrait, on vivrait de ça. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait.
Mais elle était sérieuse. Elle avait économisé un peu d'argent, et avec ce que nous gagnions au marché, elle pensait qu'on pouvait tenter l'aventure. J'avais 71 ans, et elle me proposait de commencer quelque chose de nouveau. C'était absurde. C'était magnifique. Nous sommes allés voir la boutique, un jour où le Mistral soufflait fort. L'endroit était poussiéreux, les murs écaillés, les vitres troubles. Mais il y avait une grande fenêtre qui donnait sur les collines, et un petit coin à l'arrière où on pouvait installer une table de couture. Élise marchait dans la pièce, traçant des plans dans l'air, parlant de rideaux, de machines, de clientes. Moi, je restais silencieuse, touchant les murs, sentant leur fraîcheur sous mes doigts. Ce n'était pas ma maison, mais c'était un début, un autre genre de refuge. Nous avons signé le bail avec nos maigres économies. Les premières semaines, c'était un chaos joyeux. Nous nettoyions, peignions, installions des étagères. Léo et Camille venaient après l'école, laissant des traces de peinture sur leurs vêtements, riant à en perdre le souffle. Marthe nous apportait du thé, des gâteaux, et même Madame Laval passait, offrant des chutes de tissu. Le village, petit à petit, se rassemblait autour de nous. Pas par pitié, mais par curiosité, par envie de faire partie de quelque chose. Quand l'atelier a ouvert, nous l'avons appelé « Les Fils du Vent ». Un nom qu'Élise avait choisi, disant qu'il nous ressemblait, libres, insaisissables, mais toujours en mouvement. Le premier jour, une poignée de clientes sont venues. Elles ont touché nos robes, nos napperons, nos pochettes. Une femme a acheté une jupe, disant qu'elle la porterait pour un mariage. Une autre a commandé un rideau pour sa cuisine. Chaque vente, chaque sourire, était une victoire. Pas sur Julien, pas sur le passé, mais sur moi-même, sur la Claire qui avait cru qu'elle était finie. Le soir, dans l'atelier, je m'asseyais près de la fenêtre, mon carnet sur les genoux. J'écrivais sur cette nouvelle vie, sur les rires des enfants, sur le bruit de la machine à coudre, sur la lumière des collines. Et dans ces mots, je trouvais une paix nouvelle, une paix qui ne dépendait ni d'une maison, ni d'un fils, ni d'un passé. Une paix qui venait de moi, de ce que j'avais construit, fil par fil, jour après jour. Bonjour à tous, c'est Claire Moreau, 80 ans, et je continue de tisser cette histoire, fil par fil, comme une étoffe que je couds pour ne pas oublier qui je suis. Si mes mots vous touchent, je vous invite à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, et à me dire en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos voix, vos pensées, sont comme des étoiles dans mon ciel, et elles m'aident à tenir debout, même quand les souvenirs pèsent lourd. L'atelier Les Fils du Vent était devenu mon refuge, un lieu où mes mains trouvaient un sens, où mon cœur apprenait à battre à nouveau. Les jours s'écoulaient au rythme des aiguilles, du bourdonnement de la vieille machine à coudre, des rires d'Élise et des éclats de voix des enfants. Léo et Camille passaient après l'école, laissant des traces de craie sur le sol, demandant à couper des bouts de tissu ou à coller des boutons sur des bouts de carton. Leur énergie, si vive, si désordonnée, était comme un vent frais qui chassait les ombres de mon passé. Les clientes venaient, de plus en plus nombreuses. Il y avait Madame Dubois, qui achetait des napperons pour sa maison de campagne, et Sophie, une jeune mariée qui voulait une robe simple mais élégante. Chaque commande était un défi, chaque sourire un trésor. Élise, avec son rire lumineux, parlait aux clientes, leur racontait l'histoire de nos créations, comme si chaque jupe, chaque rideau portait un peu de nous. Et moi, je cousais en silence, mes doigts plus sur chaque jour, mes pensées moins lourdes. L'atelier n'était pas ma maison, mais c'était un endroit où je pouvais être moi, sans honte, sans peur. Un matin d'été 2017, alors que je pliais un coupon de lin sous la grande fenêtre, une femme est entrée, différente des autres. Elle était petite, les cheveux gris noués en chignon, les yeux vifs comme ceux d'un oiseau. Elle s'appelait Madeleine, et elle venait d'un village voisin. Elle n'a pas regardé les tissus, ni les robes. Elle m'a regardé, moi, droit dans les yeux, et elle a dit « Vous êtes Claire Moreau, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de vous. » Mon cœur s'est serré. J'avais appris à redouter ces mots, qui souvent précédaient des murmures sur Julien, sur la maison, sur ma chute. Mais Madeleine n'avait pas de pitié dans le regard. Elle a souri, un sourire franc, et a continué « On dit que vous cousez comme personne, mais aussi que vous racontez des histoires. Mes petits-enfants adoreraient vous écouter. » J'ai rougi, surprise. Des histoires ? Je n'avais fait que parler à Léo et Camille, ressasser mes souvenirs d'enfance pour les faire rire. Mais Madeleine insistait. Elle organisait un petit cercle de lecture dans son village, pour les enfants, et elle voulait que je vienne, que je raconte. « Vous avez une voix, Claire, a-t-elle dit. Ne la gardez pas pour vous. » J'ai hésité. Raconter des histoires, c'était me dévoiler, ouvrir une porte que j'avais fermée à double tour. Mais Élise, qui avait entendu, m'a poussé du coude. « Vas-y, Claire. Tu es plus forte que tu ne le crois. »
Alors, j'ai dit oui, presque malgré moi. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée dans une petite salle communale, entourée d'une dizaine d'enfants aux yeux curieux. Madeleine avait apporté des gâteaux, du jus de fruits et une pile de vieux livres. Mais les enfants ne voulaient pas des livres. Ils voulaient mes histoires. J'ai commencé timidement, parlant de mon enfance, des cailloux que je ramassais, des nuits où j'écoutais les cigales avec ma mère. Puis, sans savoir comment, je me suis mise à inventer. Une histoire d'un olivier magique qui murmurait des secrets, d'une rivière qui chantait pour les enfants perdus. Les petits riaient, posaient des questions, tapaient des mains. Et moi, je sentais quelque chose s'éveiller, une chaleur que je n'avais pas connue depuis longtemps. Ma voix, rauque au début, devenait plus claire, plus forte. J'étais redevenue la Claire qui rêvait, petite, d'un monde plus grand. Ce cercle de lecture est devenu une habitude. Chaque mercredi, je prenais le bus avec Madeleine jusqu'à son village, mon carnet sous le bras. Les enfants m'attendaient, impatients, et je leur offrais des histoires, mêlant mes souvenirs à des rêves tissés de vent et de soleil. Madeleine me regardait, un sourire en coin, et disait « Tu vois, Claire, tu es une conteuse. » Ce mot, conteuse, me semblait trop grand, mais il me donnait des ailes. Pour la première fois depuis la perte de ma maison, je sentais que j'avais quelque chose à offrir, quelque chose qui ne dépendait ni de Mur, ni de Pierre, ni de Julien. Mais les nuits, parfois, la douleur revenait. Je rêvais de ma maison, de son figuier, de ses volets bleus. Je voyais Julien, enfant, courant dans le jardin, puis adulte, signant des papiers avec un regard froid. Je me réveillais, le cœur battant, et je prenais mon carnet. J'écrivais, pas pour oublier, mais pour comprendre. J'écrivais sur la trahison, sur l'amour d'une mère, sur la force de continuer. Et dans ces mots, je trouvais une liberté nouvelle, une liberté qui ne dépendait de personne d'autre que moi. Un soir, après le cercle de lecture, Madeleine m'a prise à part. Elle avait les yeux graves. « Claire, j'ai quelque chose à te dire. » Elle m'a raconté qu'elle avait croisé un homme, un ancien voisin, qui savait où était Julien. Il vivait à Nice, dans un petit appartement, seul. La femme et l'enfant qui avaient vécu dans ma maison étaient partis. L'argent de la vente, apparemment, s'était envolé, dépensé dans des dettes, des erreurs. Madeleine m'a regardée, attendant ma réaction. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste hoché la tête et dit « Merci de me l'avoir dit ». Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré, pas par douleur, mais par clarté. Julien n'était plus mon fardeau. Il avait sa vie, ses choix, ses chaînes. Moi, j'avais les miennes, et elles étaient plus légères chaque jour. Les mois passaient, et l'atelier « Les Fils du Vent » grandissait, doucement mais sûrement. Élise et moi avions engagé une autre couturière, une jeune femme nommée Aurore, qui apportait son rire et ses idées. Nous cousions maintenant des robes pour des mariages, des costumes pour les fêtes du village, même des rideaux pour la mairie. Les gens parlaient de nous, pas seulement dans notre village, mais dans ceux d'Aix en grave côté. Les Fils du Vent, c'est là où il faut aller pour du beau travail, disait-il. Et moi, à 71 ans, je me surprenais à sourire, à sentir une fierté que je croyais perdue. Les cercles de lecture avec Madeleine étaient devenus ma deuxième maison. Les enfants, toujours plus nombreux, m'appelaient « Mamie Claire », comme Léo et Camille. Je leur racontais des histoires de rivières enchantées, d'oliviers qui dansaient sous la lune, de cailloux qui portaient des vœux. Mais parfois, je glissais dans mes récits des morceaux de vérité. Une maison perdue, une femme qui apprenait à se relever, un cœur qui continuait de battre malgré tout. Les enfants ne comprenaient pas tout, mais ils écoutaient, captivés, et leurs yeux me disaient que mes mots avaient du poids. Élise, Aurore et moi avions transformé l'atelier en un lieu vivant. Les murs, autrefois gris, étaient maintenant couverts de tissus colorés, de dessins des enfants, de petits mots laissés par les clientes. Une vieille radio jouait des chansons d'autrefois, et parfois, nous dansions, toutes les trois, entre deux coutures, riant comme des gamines. Léo et Camille venaient après l'école, s'installant dans un coin pour dessiner ou aider à trier les boutons. Cet atelier, c'était plus qu'un travail. C'était une famille que je n'avais pas choisie, mais qui m'avait choisi. Un jour d'automne 2017, une cliente est entrée, une femme d'une 50aine d'années, élégante, avec un regard triste. Elle s'appelait Véronique, et elle voulait une robe pour un baptême. Pendant que je prenais ses mesures, elle s'est mise à parler, d'une voix basse, comme si elle confessait un secret. Elle m'a raconté qu'elle avait perdu sa maison, elle aussi, à cause d'un frère qui l'avait manipulée pour des questions d'héritage. Ses mots étaient comme un miroir, reflétant ma propre douleur. Je l'ai écoutée, sans l'interrompre, et quand elle a fini, je lui ai dit, simplement, on peut perdre une maison, mais pas ce qu'on est. Elle m'a regardée, surprise, puis a souri,
un sourire fragile mais vrai. Ce moment m'a changé. J'ai compris que ma douleur, ma perte, n'était pas seulement mienne. D'autres portaient des blessures semblables, et peut-être, en partageant un peu de ma force, je pouvais les aider. J'ai commencé à parler, timidement, lors des cercles de lecture, pas seulement d'histoires inventées, mais de ce que j'avais traversé. Je racontais la maison, Julien, la trahison, mais aussi l'atelier, les enfants, les tournesols qui poussaient malgré tout. Les adultes qui accompagnaient les enfants écoutaient, eux aussi, et parfois, après, ils venaient me parler, me confier leurs propres histoires. J'étais devenue, sans le vouloir, une sorte de gardienne des récits, une femme qui écoutait, qui comprenait. Un soir, après un cercle de lecture, Madeleine m'a donné une lettre. Elle était froissée, sans enveloppe, avec mon nom écrit d'une écriture que je connaissais trop bien. Julien. Mon cœur s'est arrêté. Madeleine m'a dit qu'un homme l'avait laissée au café du village, sans explication. J'ai tenu la lettre, mes mains tremblantes, et je l'ai glissée dans ma poche. Ce soir-là, dans ma petite chambre chez Élise, je l'ai ouverte. Les mots étaient brefs, maladroits. Julien s'excusait, vaguement, disant qu'il avait fait des erreurs, qu'il ne savait pas comment réparer. Pas un mot sur la maison, pas un mot sur moi. Juste des phrases creuses, comme un écho d'un homme qui ne savait plus qui il était. J'ai refermé la lettre, sans colère, sans larmes. J'ai écrit dans mon carnet, pas pour répondre à Julien, mais pour moi. J'ai écrit que je lui pardonnais, pas parce qu'il le méritait, mais parce que je ne voulais plus porter sa faute. J'ai écrit que j'étais libre, libre de ses choix, de ses erreurs, de son silence. Et en posant mon stylo, j'ai senti un poids s'envoler, léger comme une plume dans le vent. L'atelier continuait de grandir. Nous avions maintenant des commandes pour des villages voisins, et Élise parlait d'acheter une nouvelle machine à coudre. Moi, je causais, je racontais, je vivais. Et chaque soir, en regardant les étoiles par la fenêtre, je remerciais la vie, pas pour ce qu'elle m'avait pris, mais pour ce qu'elle m'avait donné. Élise, les enfants, Madeleine, les clientes, les histoires. J'avais 71 ans, et j'étais plus vivante que je ne l'avais jamais été. Bonjour à tous, c'est Claire Moreau, 80 ans, et je continue de vous ouvrir mon cœur, de déplier cette histoire comme un tissu usé mais précieux, cousu de douleur et d'espoir. Si mes mots vous touchent, je vous invite à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, et à me dire en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos pensées, vos présences, sont comme des cailloux lisses dans ma poche, des rappels que je ne suis pas seule, même dans les nuits les plus sombres. L'atelier « Les Fils du Vent » était devenu plus qu'un lieu de travail. C'était un refuge, un monde que nous avions bâti, Élise, Aurore, et moi, avec nos mains, nos rires, nos rêves. Les murs vibraient maintenant de couleurs, des étoffes suspendues, des dessins d'enfants punaisés, des mots de clientes griffonnés sur des bouts de papier. La grande fenêtre laissait entrer la lumière des collines, et parfois, quand le Mistral soufflait, on entendait son chant siffler à travers les vitres. Léo et Camille passaient presque tous les jours, laissant des traces de leur jeu, des boutons éparpillés, des éclats de rire qui restaient suspendus dans l'air. Les clientes étaient devenues des visages familiers. Madame Dubois venait chaque semaine, apportant des gâteaux pour ses couturières préférées. Sophie, la jeune mariée, revenait avec des photos de sa robe portée, les yeux brillants de gratitude. Et puis il y avait Véronique, la femme qui avait perdu sa maison, comme moi. Elle venait souvent, pas seulement pour acheter, mais pour parler. Elle s'asseyait dans un coin, buvait un thé, et racontait ses souvenirs, ses blessures, ses petits pas vers la lumière. Nos histoires se croisaient, se mêlaient, comme des fils dans une tapisserie. Et dans ces moments, je sentais que ma douleur, si lourde autrefois, devenait une force, une façon de comprendre, de connecter. Les cercles de lecture avec Madeleine étaient mon autre refuge. Chaque mercredi, je prenais le bus jusqu'à son village, mon carnet sous le bras, le cœur un peu plus léger à chaque voyage. Les enfants m'attendaient, assis en cercle, leurs visages illuminés d'impatience. Je leur racontais des histoires d'oliviers magiques, de rivières qui murmuraient des secrets, mais aussi, parfois, des bribes de ma vie. Je parlais de la maison que j'avais perdue, pas avec amertume, mais avec une sorte de paix. Je disais aux enfants que les maisons, les vraies, ne sont pas toujours faites de pierre, mais de souvenirs, d'amour, de courage. Ils hochaient la tête, même s'ils ne comprenaient pas tout, et leurs yeux me donnaient la force de continuer. Un jour de printemps 2018, alors que je racontais une histoire de cailloux enchantés, une petite fille, Clara, m'a interrompue. « Mamie Claire, pourquoi tu ramasses des cailloux ?» a-t-elle demandé. J'ai souri, touchée par sa curiosité. Je lui ai montré un galet lisse que je gardais toujours dans ma poche, un de ceux que j'avais ramassés près de la rivière, enfant. « Parce que les cailloux, ils sont comme nous », ai-je répondu.
Ils ont l'air ordinaires, mais ils portent des histoires, des voyages, des tempêtes. Et ils tiennent bon, même quand tout s'écroule. Clara a pris le caillou, l'a tourné dans ses petites mains, et m'a rendu un sourire qui valait tout l'or du monde. Ce moment m'a frappé. J'avais passé ma vie à ramasser des cailloux, à chercher du sens dans les petites choses, et maintenant, à 72 ans, j'étais devenu un caillou moi-même, usé par les tempêtes, mais toujours là, poli par le temps, par la douleur, par l'amour. Je l'ai écrit dans mon carnet ce soir-là, sous la lumière douce de ma chambre chez Élise. J'ai écrit sur Clara, sur son sourire, sur les cailloux qui portaient mes souvenirs. Et j'ai compris que mon histoire, celle de la maison volée, de Julien, n'était qu'une partie de moi. J'étais plus grande que ça, plus forte, plus vivante. Mais la vie, elle, ne s'arrête jamais de tester. Un après-midi, alors que je cousais une robe pour une cliente, Aurore est entrée dans l'atelier, le visage pâle. « Claire, il y a quelqu'un dehors », a-t-elle murmuré. « Il dit qu'il veut te voir. » Mon cœur s'est arrêté. Je savais, avant même de sortir, que c'était Julien. Je l'ai vu à travers la vitre, debout sur le trottoir, les mains dans les poches, les épaules voûtées. Il avait vieilli, ses cheveux grisonnants, son regard usé. Il ne ressemblait plus à l'enfant que j'avais bercé, ni à l'homme qui m'avait trahi. Il était juste, là. Je suis sortie, lentement, mes jambes tremblantes. Élise m'a suivie, restant à quelques pas, comme une sentinelle silencieuse. Julien m'a regardé, et pendant un instant, j'ai cru voir l'enfant qu'il avait été, perdu, effrayé. « Maman », a-t-il dit, d'une voix rauque. Je voulais te voir. » Pas d'excuses, pas d'explication, juste ces mots, suspendus dans l'air comme une question sans réponse. J'ai senti une vague en moi, un mélange de colère, de douleur, d'amour. Mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je l'ai regardé, droite, et j'ai dit « Julien, je suis là. » Mais ma vie, maintenant, elle est ici. Je ne sais pas s'il a compris. Il a hoché la tête, baissé les yeux, et il est parti, avalé par la lumière du soir. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet. Pas sur Julien, pas sur la maison, mais sur moi. Sur la femme que j'étais devenue, celle qui cousait, qui racontait, qui vivait. J'ai écrit que j'avais pardonné, pas pour lui, mais pour moi. Parce que le pardon, c'est une porte qu'on ouvre pour soi-même, une porte vers la liberté. Après cette rencontre avec Julien, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas un apaisement complet, non, mais une clarté nouvelle, comme si un voile s'était levé. J'avais vu mon fils, non pas comme un monstre, ni comme un enfant perdu, mais comme un homme brisé par ses propres choix. Et moi, j'avais choisi de ne plus porter son fardeau. J'avais 72 ans, et ma vie, celle que j'avais rebâtie avec Élise, Aurore, Madeleine, les enfants, était plus précieuse que les regrets. Je n'avais plus de maison, mais j'avais un foyer, tissé de liens, de rires, de moments partagés. L'atelier, les Fils du Vent, prospérait, à sa manière modeste. Nous avions maintenant des commandes pour des villages à des kilomètres à la ronde. Une école nous avait demandé des costumes pour une pièce de théâtre, une mariée voulait une robe unique, brodée à la main. Élise, Aurore et moi travaillions jusqu'à tard, nos doigts dansant sur les tissus, nos voix mêlées de chansons et de plaisanteries. Léo et Camille, toujours dans nos pattes, apprenaient à coudre, maladroitement mais avec enthousiasme. Camille cousait des boutons en forme de fleurs, Léo découpait des formes biscornues qu'il appelait ses chefs d'œuvre. Leur présence était une lumière, un rappel que la vie continuait, toujours. Les cercles de lecture avec Madeleine prenaient une nouvelle ampleur. Les enfants étaient plus nombreux, et parfois, des parents restaient, assis au fond, écoutant mes histoires. J'avais commencé à écrire mes récits, pas seulement dans mon carnet, mais sur des feuilles que Madeleine rangeait précieusement. Elle disait qu'un jour, nous ferions un livre, un petit recueil d'histoires pour les enfants du village. L'idée me faisait rire, mais au fond, elle me touchait. Moi, Claire, la femme qui avait perdu sa maison, écrire un livre ? C'était presque absurde. Et pourtant, chaque mot que j'écrivais était une victoire, un caillou de plus dans la poche de ma vie. Un matin d'été 2018, Madeleine m'a emmenée dans un champ près de son village, un endroit où les oliviers s'étendaient à perte de vue. Elle voulait que je voie quelque chose. Au milieu du champ, il y avait un vieux mur de pierre, à moitié effondré, envahi par les herbes. C'était une maison, autrefois, a-t-elle dit. Elle appartenait à une femme comme toi, qui a tout perdu, mais qui a continué. Elle m'a montré une pierre gravée, presque illisible, avec un nom et une date, Marie, 1892. Je ne sais pas pourquoi, mais cette pierre m'a bouleversée. Marie, une inconnue, avait vécu, aimé, perdu, et pourtant, sa trace était là, dans cette pierre, dans ce champ. Comme moi.
Ce jour-là, j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai pris une partie de l'argent que nous avions gagné à l'atelier, et j'ai acheté un petit terrain, pas loin du village d'Élise. Ce n'était rien, juste un bout de terre avec quelques oliviers tordus et un sol sec. Mais c'était à moi. Avec l'aide d'Élise et d'Aurore, j'ai planté un jardin. Des tournesols, bien sûr, mais aussi des lavandes, des tomates, des herbes aromatiques. Chaque graine était un pari, un acte de foi. Et quand les premières pousses sont sorties, j'ai senti mon cœur s'ouvrir, comme une fleur sous le soleil. Le jardin est devenu mon sanctuaire. J'y passais mes matinées, arrachant les mauvaises herbes, arrosant les plantes, parlant au tournesol comme à de vieilles amies. Léo et Camille venaient m'aider, creusant la terre avec leurs petites mains, riant quand ils trouvaient un ver de terre. Élise disait que j'avais un don, que je faisais pousser la vie là où il n'y avait que de la poussière. Moi, je savais que ce n'était pas un don. C'était de la volonté, de l'amour, de l'obstination. C'était moi, refusant de m'éteindre. Un soir, alors que je regardais mes tournesols se balancer sous le vent, Véronique, la cliente qui avait perdu sa maison, est venue me voir. Elle avait entendu parler de mon jardin, et elle voulait le voir. Nous nous sommes assises sous un olivier, partageant une bouteille d'eau fraîche. Elle m'a raconté qu'elle avait trouvé un petit appartement, qu'elle recommençait à vivre, pas à pas. Et puis, elle m'a dit, « Claire, tu m'as donné du courage. En te voyant, j'ai cru que moi aussi, je pouvais continuer. » Ces mots m'ont frappée, comme un rayon de soleil à travers les nuages. Moi, Claire, celle qui avait tout perdu, j'avais donné du courage à quelqu'un. Ce soir-là, dans mon carnet, j'ai écrit sur le jardin, sur Véronique, sur la pierre de Marie. J'ai écrit que la vie, c'était comme un caillou, usé, abîmé, mais toujours là, portant ses histoires. J'ai écrit que j'étais libre, non pas parce que j'avais oublié Julien, ni la maison, mais parce que j'avais choisi de construire autre chose. Un jardin, un atelier, des histoires. Une vie. Et cette vie, personne ne pourrait me la voler. Bonjour à tous, c'est Claire Moreau, 80 ans, et je vous emmène vers la fin de cette histoire, une histoire cousue de perte et de renaissance, de pierres brisées et de graines qui poussent malgré tout. Si mes mots résonnent en vous, je vous invite à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, et à me dire en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos voix, vos pensées, sont comme des lucioles dans mon crépuscule, des éclats de lumière qui me rappellent que je ne suis jamais vraiment seule. L'atelier Les Fils du Vent était devenu une petite étoile dans le village, un lieu où les gens venaient non seulement pour des robes ou des rideaux, mais pour des histoires, des rires, un peu de chaleur. Élise, Aurore et moi travaillions côte à côte, nos mains dansant sur les tissus, nos voix mêlées de chansons et de souvenirs. Léo et Camille, toujours fidèles, transformaient l'atelier en terrain de jeu, laissant des boutons colorés sur le sol, des dessins sur les murs. L'atelier n'était pas ma maison, mais il était un foyer, un endroit où mon cœur trouvait un écho. Mon jardin, ce bout de terre acheté avec nos économies, était devenu une part de moi. Les tournesols s'élevaient, fiers, leurs têtes dorées tournées vers le soleil. Les plants de lavande embaumaient l'air, et les tomates, rouges et lourdes, étaient des petits miracles. Chaque matin, je m'y rendais, mes pas lents mais sûrs, mes mains plongées dans la terre. Léo et Camille m'aidaient, creusant des sillons, arrosant avec des rires. Ils appelaient le jardin le royaume de Mamie Claire, et ce nom, donné avec tant d'amour, me faisait sourire jusqu'aux larmes. Les cercles de lecture avec Madeleine continuaient de grandir. La petite salle communale était maintenant pleine, avec des enfants, des parents, même des grands-parents qui venaient écouter. Mes histoires, mélange de souvenirs et de rêves, parlaient de cailloux enchantés, d'oliviers qui murmuraient, mais aussi de courage, de perte, de reconstruction. Je racontais ma maison, non plus comme une blessure, mais comme une lumière qui m'avait guidée. Les enfants posaient des questions, les adultes hochaient la tête, et parfois, après, quelqu'un venait me parler, me confier une douleur, un espoir. J'étais devenue une sorte de gardienne, non pas des murs, mais des âmes. Un matin d'automne 2019, alors que j'avais 74 ans, Madeleine m'a apporté une surprise. Elle avait rassemblé mes histoires, celles que j'écrivais dans mon carnet et celles que je racontais aux enfants, et les avait tapées sur une vieille machine à écrire. Elle les avait reliées en un petit livre, simple, avec une couverture en papier craft. Pour les enfants, a-t-elle dit, les yeux brillants. Et pour toi, Claire. J'ai pris le livre, mes mains tremblantes, et j'ai lu le titre, Les cailloux de Claire. Dedans, il y avait mes récits, mes souvenirs, mes rêves, et même un chapitre sur la maison, sur Julien, sur ce que j'avais appris. J'ai pleuré, pas de tristesse, mais d'une gratitude si profonde qu'elle me coupait le souffle. Ce livre, c'était plus qu'un recueil. C'était ma vie, gravée, tangible, indélébile.
Madeleine l'a distribué aux enfants du cercle, aux parents, aux voisins. Les gens le lisaient, en parlaient, me remerciaient. Une petite fille, Clara, celle qui m'avait interrogée sur les cailloux, m'a dessiné une carte, avec un olivier et une femme aux cheveux blancs, tenant un livre. « C'est toi, Mamie Claire » a-t-elle dit. Et moi, je l'ai serrée dans mes bras, sentant que j'avais laissé une trace, pas dans la pierre, mais dans les cœurs. Le jardin, l'atelier, le livre, tout cela formait une maison nouvelle, une maison sans murs, mais plus solide que celle que j'avais perdue. Julien, lui, restait une ombre lointaine. Je n'avais plus de nouvelles, juste cette lettre vague, ces excuses creuses. Parfois, je pensais à lui, mais sans colère. Il avait sa vie, ses erreurs, ses chaînes. Moi, j'avais ma liberté, gagnée à force de courage, de larmes, de petits pas. Je n'avais pas besoin de lui pour être entière. J'étais Claire, la conteuse, la couturière, la jardinière, la survivante. Un soir, alors que je triais des herbes dans le jardin, Véronique, la femme qui avait perdu sa maison, est venue me voir. Elle avait lu mon livre, et elle voulait me parler. Nous nous sommes assises sous un olivier, le vent doux caressant nos visages. Elle m'a raconté qu'elle avait trouvé un travail, un petit appartement, une paix fragile mais réelle. « Ton livre, Claire, m'a fait comprendre que je pouvais continuer », a-t-elle dit. « Tu m'as montré qu'on peut perdre tout et se relever. » Ces mots m'ont touchée, plus profondément que je ne saurais le dire. Moi, qui avais cru n'être plus rien, j'avais donné de la force à une autre. Ce soir-là, dans mon carnet, j'ai écrit sur Véronique, sur le jardin, sur le livre. J'ai écrit que la vie, c'est un cycle de perte et de renaissance, comme les saisons dans mon jardin. J'ai écrit que j'étais libre, non pas parce que j'avais oublié, mais parce que j'avais choisi de construire, de planter, d'aimer. Et en posant mon stylo, j'ai senti une paix si profonde qu'elle semblait venir de la terre elle-même. Aujourd'hui, je suis une vieille femme de 80 ans. Mes mains sont noueuses, mes cheveux blancs comme la neige, mon dos courbé par le temps. Mais dans mon cœur, je suis droite, comme un tournesol qui suit le soleil, comme un olivier qui résiste au Mistral. Je continue cette histoire, la dernière page de ce récit, pour vous dire comment j'ai trouvé la paix, non pas en retrouvant ce que j'avais perdu, mais en construisant ce que je suis devenue. Si mes mots vous ont touché, je vous invite à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, et à me dire en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos voix sont mon dernier caillou, celui que je garde précieusement dans ma poche. L'atelier « Les Fils du Vent » est toujours là, plus vivant que jamais. Élise dirige maintenant, avec son énergie et son rire qui illuminent tout. Aurore est partie ouvrir son propre atelier dans un village voisin, mais elle passe souvent, apportant des tissus, des idées, des nouvelles. Léo et Camille grandissent, adolescents maintenant, mais ils viennent encore, taquinant Mamie Claire avec leurs blagues, causant parfois avec moi pour le plaisir. L'atelier est un lieu de passage, de création, de lien. Les clientes, les voisines, les amis, tous laissent une trace, un mot, un sourire, un bout de tissu. Le jardin est mon sanctuaire. Les tournesols reviennent chaque année, plus nombreux, plus éclatants. Les lavandes embaument, les tomates mûrissent, et parfois, je trouve des cailloux, lisses, polis, que je ramasse comme au temps de mon enfance. Les enfants du village viennent m'aider, appelés par Léo et Camille, et nous plantons, nourrions, nous partageons des histoires. Ce jardin, c'est ma maison, pas celle de pierre, mais celle de terre, de vie, de racines que j'ai plantées moi-même. Les cercles de lecture avec Madeleine sont devenus une institution. La salle communale est pleine chaque mercredi, et mon livre, Les Cailloux de Claire, circule dans les villages voisins. Madeleine en a fait imprimer d'autres exemplaires, et maintenant, il y a des écoles qui l'utilisent, des bibliothèques qui le prêtent. Je ne suis pas une écrivaine, non, mais je suis une conteuse, une femme qui a transformé sa douleur en histoire, en lumière. Les enfants m'appellent toujours Mamie Claire, et ce nom, donné avec tant d'amour, est plus précieux que n'importe quel titre. Julien n'est jamais revenu. J'ai entendu, par des murmures, qu'il vivait quelque part dans le sud, seul, usé par ses choix. Je ne le cherche plus. Je ne l'attends plus. Il est une partie de mon histoire, mais pas sa fin. J'ai appris, au fil des années, que l'amour d'une mère ne s'éteint pas, mais qu'il peut changer. Je l'aime, quelque part, dans un coin de mon cœur, mais je ne vis plus pour lui. Je vis pour moi, pour Élise, pour Léo et Camille, pour Madeleine, pour les enfants du cercle, pour toutes les âmes qui croisent mon chemin. Un matin d'été 2025, alors que je récoltais des lavandes dans le jardin, une jeune femme est venue me voir. Elle s'appelait Anna, une enseignante du village voisin. Elle avait lu mon livre, entendu mes histoires, et voulait me proposer quelque chose. Une école voulait créer un atelier d'écriture pour les enfants,
inspirés de mes récits. Vous pourriez venir, Claire, leur apprendre à raconter, à transformer leur vie en histoire, a-t-elle dit. J'ai ri, incrédule. Moi, à 80 ans, enseigner? Mais ses yeux, pleins de foi, m'ont convaincu. J'ai dit oui. Cet atelier est devenu ma joie. Chaque semaine, je m'assois avec des enfants, des crayons, des cahiers, et je leur apprends à écrire leurs rêves, leurs peurs, leurs souvenirs. Je leur parle des cailloux, de la terre, de la force qu'on trouve en soi. Et eux, ils écrivent, ils dessinent, ils rient. Une petite fille m'a donné un dessin, un jour, une femme aux cheveux blancs, entourée de tournesols, tenant un livre. C'est toi, Mamie Claire, a-t-elle dit. Et moi, j'ai senti mon cœur s'emplir, comme une coupe débordante de lumière. Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin, sous un olivier, mon carnet sur les genoux. Les tournesols se balancent dans le vent, les cigales chantent, et au loin, j'entends les rires des enfants qui jouent. J'ai 80 ans, et je suis vivante. Pas seulement vivante, mais entière. J'ai perdu ma maison, mon fils, une partie de mon passé. Mais j'ai gagné un jardin, un atelier, des histoires, une famille choisie. J'ai gagné moi. Chaque matin, quand j'ouvre les yeux, je remercie la vie. Pas pour les grandes choses, mais pour les petites. L'odeur de la lavande, le rire d'un enfant, la chaleur d'un tissu sous mes doigts, la lumière dorée du soir sur les collines. Ces choses, si simples, sont ma richesse. Et tant que je peux respirer, écrire, aimer, je sais que je suis libre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, sourire, peut-être pleurer, je vous invite à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, et à me dire en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos mots, vos pensées, sont pour moi le plus beau des cadeaux. Merci, de tout mon cœur.